Test, test. Ok. Test, 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 test. Alors, je vais lancer la séance. Donc, on part pour une nouvelle séance aujourd'hui. Bonjour Jade, Bonjour, vous allez bien? ça va très bien et toi? Oui, ça va, merci. Bon, top. Du coup, je t'ai envoyé un message sur WhatsApp. Enfin, c'est à la fois à destination de toi et de ta mère. En fait, j'ai compris comment je pouvais avoir la main sur les salles. Donc, normalement, on aura cette salle-là qui est toujours disponible Ah, pour mais tout c'est poker, cool. quoi. Ok, Donc voilà, ok. ce sera juste le même lien tout le temps désormais. Bah, je prendrai le même lien, d'accord. Ouais, voilà. Bon, peut-être que je le renverrai pour que tu l'aies si jamais on discute dans la conversation et que t'es pas à tout reparcourir, mais ce Oui, sera toujours le même. oui, d'accord. Ok. Top. Alors, de mémoire, on s'était arrêté la semaine précédente sur l'activité sur Shanghai. On avait Oui, c'est ça. fait la première question, enfin, tu avais fait la première question, très bien. D'ailleurs, elle était, si je me souviens bien, très bien rédigée. Du coup, Et il manquait. j'ai avancé. Ah, t'as avancé, super, Oui, nickel. j'ai avancé, j'ai fait la deuxième question et j'ai fait l'exercice 7, l'exercice d'après. Bah, fantastique. Euh, du coup, je retrouve mon cours et du coup, bah, Ouais, je vais vous lire ce que j'ai mis. fantastique. Euh, tac. Ça, c'est une val. Ça, c'est bon. C'est bon, je l'ai retrouvé. Hop. Alors, j'avais mis. Alors, tac. Hop. Alors, je sais plus c'était quoi la question. La question 2, c'était quelles sont les réussites économiques qui assurent à Shanghai le statut de métropole mondiale? Ok. Ok, voilà, c'est bon. Du coup, moi, j'ai mis jusqu'à la fin des années 1980, le quartier de Pudong était une zone industrielle avec des entrepôts et des usines. J'ai mis qu'en l'espace de 30 ans, il a connu une transformation remarquable avec la construction de plus de 50 gratte-ciel parmi les plus hauts du pays, dont certains, donc comme l'Oriental Pearl Tower que j'ai trouvé, la Jim Mao Tower, le Shanghai World Financial Center et la Shanghai Tower.
voilà, qui symbolise la modernité de la ville et de la Chine. Ce quartier incarne l'intégration de Shanghai dans le réseau des grandes métropoles mondiales. Il abrite aujourd'hui des sièges sociaux d'entreprises transnationales, chinoises, autant chinoises qu'étrangères. En 2015, la Chine a annoncé la présence des sièges, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, des sièges de 308 des 500 plus grandes entreprises mondiales et ce chiffre est monté, de plus de 400 en 2017. Ça, j'ai fait des recherches. En 2013, la création d'une zone de libre-échange avait pour objectif de favoriser l'installation, de banques et d'entreprises transnationales dans le quartier d'affaires. Shanghai a ainsi renforcé son rôle de leader dans les activités, tertiaires supérieures telles que la finance, l'assurance et les services bancaires. La bourse de Shanghai se positionne progressivement comme le principal centre financier d'Asie devant Tokyo. En parallèle, Pudong, se développe avec des centres commerciaux, des hôtels de luxe, des musées et même le Shanghai Disney, Resort qui a ouvert en 2016. Ces nouveaux développements permettent à Shanghai de se distinguer, dans ce réseau mondial des grandes villes, non seulement, bah, par ses opportunités de réussite économique, mais aussi culturelles. Voilà. Ok, excuse-moi, j'avais pas vu que mon micro était coupé. Ah, pas de Euh, souci. c'est mieux quand même quand il est ouvert. Bah écoute, c'est super. Tu as vraiment parlé à la fois des secteurs économiques, tu as spatialisé géographiquement tes réponses, tu as parlé des différents quartiers, que ce soit bon, voilà, Pudong, les nouvelles constructions, notamment Oui, de gratte-ciel et tout. Tu as parlé des différentes échelles, la relation avec d'autres villes mondiales sur le secteur bancaire et de la finance. oui. Écoute, pour moi, ta réponse, elle est vraiment complète. OK. Et en plus, tu as vraiment organisé tes réponses de façon à traiter point par point les réussites Oui. économiques. C'est pas une réponse pour tout. Donc, vraiment, tu as toutes les qualités. Donc, OK. félicitations pour la réponse. Elle est très bien. Merci. Et du coup, après, je fais l'exercice 7. Je crois que ça s'enchaînait. Oui, voilà, ils s'enchaînaient les 2. Ouais, c'est ça. Du coup, C'était à nouveau exercice sur 7, Shanghai. Shanghai, oui, nouveau centre d'impulsion. Document 18, du coup, Shanghai, un laboratoire du monde. Et oui, il y avait le document 19, le Grand Prix de Formule 1 de Shanghai. C'est ça, tout à fait. Le circuit de ce Grand Prix a été le plus coûteux de l'histoire de la compétition. Fouet, ok. Du coup, c'était la question. Donc, un, comment Shanghai s'impose-t-elle peu à peu comme un nouveau centre d'impulsion scientifique et culturelle dans la mondialisation? Et moi, du coup, j'ai mis Shanghai met de plus en plus l'accent sur le développement du secteur tertiaire supérieur afin de consolider son statut de métropole mondiale. Les domaines de haute technologie, de la culture, et du divertissement occupent désormais une place centrale, dans, les priorités de cette ville. Le parc technologique, de Shanghai, qui regroupe, de grandes entreprises et des startups chinoises et internationales, est un lieu clé, pour les avancées en biotechnologie, chimie, automobile et informatique. En plus de son orientation, vers les technologies de pointe, Shanghai cherche à se démarquer à l'échelle mondiale en organisant des événements culturels d'envergure, comme, l'exposition universelle de 2010, qui a fait de la ville un centre culturel mondial et qui illustre, justement le statut de la Chine en tant qu'organisatrice d'événements internationaux majeurs. Depuis 2004, Shanghai figure également parmi les villes accueillant le Grand Prix de Formule 1, dans le cadre d'une stratégie de marketing urbain au sein de cette compétition entre, les métropoles, mondiales. En 2016, l'inauguration du parc Disney à Shanghai, marque l'introduction de la culture américaine en Chine, et souligne comment la mondialisation, peut entraîner, une certaine, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, une certaine uniformisation des modes de vie. Voilà. Ok, bah écoute, c'est super bien pour la réponse. Peut-être sur la question de la mondialisation culturelle, je ne serais pas Oui. allé jusqu'à l'uniformisation des modes de vie parce que le OK. Disney de Shanghai, ça reste un Disney sur le modèle chinois, justement pour concurrencer les Ah oui. États-Unis dans la mondialisation Oui, culturelle. OK. Donc, c'est pas tout à fait la pénétration, surtout qu'en plus, les modèles économiques et politiques et culturels des États-Unis et de la Chine, ils sont vraiment aux Oui, antipodes, mais c'est une manière justement de concurrencer les États-Unis à travers voilà, des parcs ou des activités touristiques et culturelles emblématiques comme les parcs d'attractions. Donc, oui, peut-être d'accord. changer la conclusion que tu as ou l'interprétation que tu as de cette construction-là
plutôt comme un positionnement de la Chine et à travers la ville de Shanghai dans cette compétition mondiale d'un point de vue scientifique et culturel. Alors la culturelle face aux États-Unis sur des terrains qui étaient à l'origine le propre des États-Unis, alors que la Chine Ok, désormais s'affirme. Voilà. Mais très bien pour la réponse au global, c'est une très bonne réponse et tu as vraiment cité ce qu'il y avait de plus important dans le document et tu l'as très bien formulé avec des... À nouveau, je suis assez bluffé par le vocabulaire que tu emploies. C'est vraiment un vocabulaire ok, précis, donc c'est très bien. ok. Voilà, Euh, voilà, super. du coup, je continue à lire. Bah, tu peux, ouais, dans ce Ok. cas-là, on a passé la moitié du cours. Oui. Shanghai est une métropole dynamique reliée au monde. L'organisation de grands événements mondiaux a permis de doper les secteurs du tourisme et des services. Selon un rapport publié par le Bureau mondial d'audit de Shanghai, l'exposition universelle de 2010 a rapporté plus d'un milliard de yuan de profit, soit 164 millions de dollars, principalement grâce à la vente des billets et au sponsoring. D'une durée de 184 jours, cet événement a généré un chiffre d'affaires de 13 milliards de yuan, ce qui a dépassé les investissements originaux de 12 milliards de yuan. Shanghai est devenue la vitrine d'une société chinoise qui se modernise. Les rues de Shanghai confirment ce constat, puisque les enseignes européennes comme américaines s'y multiplient. En outre, certaines de ces rues piétonnes, la rue Nanjing notamment, la plus fréquentée et la plus connue, attirent grâce à leurs boutiques de luxe les nouveaux touristes, à l'instar des Champs-Élysées de Paris, la 5e avenue de New York ou d'Oxford Street à Londres. Cependant, en 2019, Shanghai n'est que 33e au classement mondial des villes les plus high-tech, selon une enquête réalisée chaque année par The Think Now, un cabinet spécialisé dans l'analyse des villes innovantes. Les enquêteurs prennent en compte une dizaine de critères parmi lesquels le nombre de startups installées dans la ville, le nombre de brevets technologiques déposés ou encore la politique de la ville en matière d'innovation. Si le classement de Shanghai peut paraître modeste, notons qu'elle est la deuxième ville chinoise du classement après Beijing et sa progression sur plusieurs années est importante. Depuis 2017, la Chine a modifié les conditions d'obtention des visas de travail afin de faciliter la procédure d'obtention pour les candidats les plus qualifiés. B. Des intégrations au monde en recomposition. L'intégration des territoires au monde connaît différentes dynamiques. C'est le cas des périphéries dans le système monde, qui sont inégalement intégrées au processus de la mondialisation, mais qui tentent de s'y rattacher. D'autre part, certains territoires restent isolés et enclavés. Le développement ne semble pas les concerner. On y trouve les pays les moins avancés, PMA, véritable marque de la mondialisation, mais aussi les territoires insulaires français perdus au cœur de l'océan Pacifique. Par contre, certaines métropoles connaissent un déclin qui les isole de manière notable du reste du monde. Un, des puissances émergentes en intégration croissante. De nouvelles puissances planétaires émergent et s'affirment sur la scène internationale en contestant l'ordre établi. Parmi ces puissances, on trouve le groupe de pays que l'on désigne par l'acronyme BRIC. A, l'affirmation des puissances émergentes. Document 20, les principales puissances émergentes. Ok. Ouais, Ouais, donc là, là, les BRICS, c'est Russie, ça. Chine, Inde, Brésil, Afrique du Sud, les Mhm. dragons. Ok. C'est quoi ça déjà, les dragons? Les Ah, dragons, c'est les pays qui se sont industrialisés dans les ok. années 70 à 90 en Asie du Sud-Est. Donc, c'est les petits Ouais, points verts bah ouais. clairs. Corée du Sud, Hong Kong, Singapour. Ouais. Les tigres, les lions, les jaguars. Ok. Ce qu'il faut que tu retiennes là, c'est surtout les BRICS. D'ailleurs, je sais pas si tu as Ok. suivi l'actualité, mais cette semaine, les BRICS, ils ont reconnu l'Indonésie comme faisant partie du groupe. Donc, on pourrait carrément retirer des tigres l'Indonésie et l'intégrer dans les BRICS. Voilà. Ça fait partie Oui. des changements. Ok. Bah non, je savais pas du coup. Voilà, bon, bah, si jamais tu as une Vu question que- vu là-dessus, qu'à chaque fois, je ça suis me au fera cours de plaisir. danse en plein dans les infos. Ben oui, oui, bien sûr. Non, Ça non, va. non, mais, non, mais je sais pas, t'as combien d'heures de danse par semaine? Ça doit être énorme. On avait calculé avec la prof, ça fait 27 heures. Oh là là, mais t'as encore plus d'heures de danse que d'heures de cours, en fait. Bah, je sais pas, ça doit être un peu équivalent, je pense. Ah ouais, mais c'est de la folie. Genre, le planning, je sais pas comment tu fais pour tenir ça, mais Bah, on a cours de danse, félicitations. oui, tous les soirs. Enfin, souvent, on a 2 cours de danse qui s'enchaînent le soir. Ok, d'accord, ouais, je comprends. Souvent, ouais, c'est le soir. Après, on en a le mercredi après-midi. Mhm. Euh, voilà, on a aussi, bah, du coup, des cours sur les heures lycée. Donc, on a aussi le lundi après-midi, le vendredi matin.
Ouais. Voilà. Non, mais waouh, quel planning, planning de ministre, Oui, comme on dit. c'est ça. Ah oui, il y a juste la petite phrase, après oui, c'est l'exercice 8. Ouais, Si les pays développés jouent un rôle majeur dans la mondialisation, d'autres deviennent des acteurs majeurs de cette dynamique à l'échelle mondiale. Ces pays sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ils forment ce qu'on appelle les BRICS. Cet acronyme est inventé en 2001 pour désigner les pays émergents, Brésil, Russie, Inde et Chine, qui sont susceptibles de dominer l'économie mondiale en 2050. En 2011, lors du G20 à Paris, on a ajouté le S à BRIC pour South Africa, Afrique du Sud. Ok. Ah oui, oui, parce que du coup, il y a l'Afrique du Sud. OK. ouais, c'est ça. Là, il y a juste un truc qu'il faut que tu saches, c'est que là, Mmh. ils disent, ils forment ce qu'on appelle les BRICS et on dit qu'on a appelé ces pays-là avec cet acronyme-là. En fait, c'est pas seulement une désignation de l'extérieur, c'est-à-dire c'est pas seulement les pays les plus riches du G20 qui appellent ces pays-là les BRICS, c'est aussi ces pays-là qui le revendiquent et qui organisent entre eux des sommets, notamment, je pense au Brésil et à l'Inde, qui sont très, très moteurs, en fait, dans la coopération entre ces OK. pays-là. Donc voilà, eux le revendiquent et ils ont des politiques de coopération entre eux au nom du fait qu'ils participent à ce groupe-là. OK. Tac, tac et du coup, oui, exercice 8, le poids des BRICS, document 21, le poids économique des BRICS en 2016 et 2050. OK. Ah, Ouais, du coup, 2050, c'est les prévisions qu'ils estiment pour 2050? Oui, ouais, c'est voilà, ça, mais c'est en fait, facile. comment dire que du coup, les prévisions, elles sont un peu dépassées parce que le cours, il a été préparé avant même que donc Oui, le groupe des BRICS change. Donc c'est pas mmh, grave, entraîne-toi sur l'exercice, mais sache que oui, sûrement l'estimation, elle est un peu erronée. oui, Elle serait d'ailleurs d'accord. revue à la hausse parce qu'ils ont quand même une croissance qui est très forte. Mais je te laisse du coup travailler là-dessus. OK. Oui, je fais l'exercice. Super.
Je pense que c'est bon. OK, super. Du coup, j'ai mis qu'en 2016, les BRIC, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, représentaient, ouh qu'est-ce que j'ai mis? Oui, représentaient ensemble, un PIB total, de 16 836 milliards de dollars. Mmh. Voilà, pour un PIB, total, mondial de 75 544, pardon, milliards de dollars. Mmh. Hem Et du coup, pour ces pays-là, pour les BRIC, donc soit environ 23,5 du PIB, mondial en 2016. Ouais, tout à fait. Voilà. Et là, tu as remarqué, l'erreur dans le sujet, hein. Là, Oui. sur le pourcentage de PIB mondial, les 100, Mmh. c'est n'importe quoi. Oui, oui. Et du coup, pour quelles sont les perspectives des BRIC pour 2050? J'ai mis donc en 2050, selon les estimations, le PIB total des BRIC, atteindrait, atteint qu'est-ce que j'ai noté? Oh là, j'arrive pas à me relire. En termes d'idées, tu voulais dire quoi? Enfin, tu te souviens à peu près de l'idée qu'il y avait derrière? Bon, c'est pas grave, hein, si jamais il y a une phrase que tu arrives pas à relire. Non, je vais retrouver. Heu, ah voilà, je vais relire, c'est bon. En 2050, donc selon les estimations, le PIB total donc des BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud atteindrait, atteindrait ici en 2050, selon l'estimation, les 125 918 milliards de dollars, soit environ 42,9 du PIB mondial. La Chine et l'Inde, seraient ici, les moteurs principaux de cette croissance, avec respectivement 20 et 15 du PIB mondial. Et les Ouais. autres pays tels que le Brésil, la Russie et l'Afrique du Sud verraient également une augmentation de leur contribution au PIB mondial, Bah, très bien. mais moins Félic importante. Ouais, non, félicitations. En fait, tu pas tombé dans le piège du total mondial. Enfin, j'ai du mal à comprendre, en fait, la dernière Bah ligne non, oui, de c'est leur ça, en tableau, fait, en fait. j'ai passé longtemps à comprendre le tableau parce qu'en fait, je comprenais pas trop le principe. Parce qu'en Ouais, fait, enfin, les valeurs, mondiales, elles sont fausses, enfin ouais, c'est ça, oui. En fait, ils ont mis le total mondial, j'imagine, pour qu'on puisse se repérer dans le tableau. Sauf qu'en oui, fait, enfin, en général, quand on présente un tableau comme ça, on fait le total des 5 briques et éventuellement, oui, bah on oui. donne une Oui. info sur le monde pour comparer. Mais t'es pas tombé dans le piège, donc bah écoute, très bien. Peut-être une chose que tu aurais pu rajouter dans tes deux Mmh. réponses, c'est éventuellement parler en fait du rapport hiérarchique qu'il y a entre les différents pays des BRICS, c'est-à-dire que montrer qu'ils n'ont pas la même situation économique et que la Chine D'accord. domine quand même majoritairement aujourd'hui le groupe des BRICS, Oui. mais que cette domination, elle va tendre à s'estomper, notamment avec le rattrapage à la fois démographique. Bon, là, on n'a pas de chiffres sur la démographie, mais à savoir, l'Inde a déjà dépassé la Chine d'un point de vue du nombre d'habitants, et puis économiquement, elle va la rattraper d'ici à 2050 selon les prévisions. Donc, peut-être parler de cette évolution-là, du rapport entre les BRICS, mais sinon, ta réponse, elle est très bien. D'accord. Du coup, je continue à lire le cours? Tu peux, oui. OK. En 2016, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud sont respectivement les 8e, 12e, 7e, 2e et 39e puissances économiques mondiales en valeur du PIB. En 2018, l'évolution est notable. Elles sont respectivement les 8e, 6e, 3e, 1re, 30e puissances économiques. Les BRICS représentent ainsi des taux de croissance bien supérieurs à ceux des pays européens ou d'Amérique du Nord. La Chine a détourné les États-Unis et pourrait s'installer de façon pérenne à la première place lors de la décennie 2020-2030. L'Inde pourrait également dépasser les États-Unis entre 2040 et 2045. De plus, l'affirmation des BRICS dans la mondialisation n'est pas qu'économique. Les BRICS organisent ainsi des sommets afin d'institutionnaliser leurs relations. Le premier sommet des pays du BRICS a eu lieu le 16 juin 2009 à l'Ekaterinbourg en Russie.
Le deuxième a eu lieu le 16 avril 2010 à Brasilia, au Brésil. Ces 2 premières rencontres témoignent d'une institutionnalisation des sommets des BRICS et participent aussi à la formation d'une nouvelle réalité, géopolitique dans la hiérarchie mondiale. Vocabulaire, BRICS, appellation donnée aux 5 puissances émergentes: Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Pays émergents, pays dont le PIB par habitant est inférieur à celui des pays développés, mais qui connaît une croissance économique rapide et dont le niveau de vie et les structures économiques se rapprochent de ceux des pays développés. Pays moins avancés, PMA, appellation désignant les pays les plus fragiles en termes de conditions et les plus marginalisés de la mondialisation au niveau de revenus bas, retard dans le développement humain, vulnérabilité économique. B, les dragons, les tigres, les lions et les jaguars. Les dragons asiatiques désignent 4 États à forte croissance industrielle dans la deuxième moitié du XXe siècle: la Corée du Sud, Hong Kong, Singapour et Taïwan. Au moment de leur boom économique, ils constituaient le peloton de tête des nouveaux pays industrialisés, NPI. Ces pays ont suivi le modèle économique du Japon, auquel ils font maintenant concurrence dans des activités industrielles sophistiquées, automobiles, électronique grand public. Aujourd'hui, ils jouissent d'un niveau de vie comparable à celui des pays de la Triade. Les tigres asiatiques sont la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, le Vietnam et les Philippines. Ils ont pu apparaître comme des modèles de réussite et de croissance économique malgré la crise financière de 1997-1998. Leur intégration à la mondialisation est notamment facilitée par les investissements directs à l'étranger, IDE, venus de pays les plus développés, plus particulièrement du Japon et des quatre dragons. Ces pays ont réduit leur chômage et améliorent petit à petit leur niveau de vie. Sur le même modèle, les pays les plus dynamiques d'Amérique du Sud sont surnommés les Jaguars: Mexique, Colombie, Argentine, Chili. Et deux d'Afrique, les lions: l'Afrique du Sud, et l'Égypte, Algérie, Nigeria, le Maroc et la Tunisie. Ces économies possèdent une industrie manufacturière, dont un secteur des services en expansion. Ils affichent les taux de croissance les plus stables de leur continent. Ils devraient bénéficier du renforcement de leurs liens avec l'économie mondiale. Comme les dragons, il y a 30 ans, ils devraient rapidement réinvestir les bénéfices acquis dans l'éducation et développer les infrastructures. Les pays émergents ont connu un développement par étapes. Ils ont d'abord bénéficié de modernisation de leur agriculture, indispensable à leur autosuffisance alimentaire. Ils ont surtout développé leurs activités industrielles dans des secteurs traditionnels, puis dans la haute technologie, en investissant dans la recherche scientifique, de façon à ne plus être seulement les ateliers des entreprises transnationales des pays les plus dominants, qui installent des usines pour bénéficier d'une main-d'œuvre bon marché, les produits fabriqués étant ensuite exportés dans le monde entier. Certaines entreprises des pays émergents investissent aussi dans le monde et parviennent à conquérir des marchés face à la concurrence des sociétés américaines, japonaises ou européennes. Les puissances émergentes ont des difficultés persistantes. Un niveau de développement limité. Les progrès économiques s'accompagnent de la création d'une classe moyenne qui améliore ses conditions de vie et constitue une nouvelle société de consommation. Mais malgré les progrès de l'alphabétisation et l'allongement de l'espérance de vie, une part importante de la population demeure cependant confrontée à des conditions de vie très difficiles. Des millions de personnes ne bénéficient pas des progrès économiques et vivent encore avec des revenus inférieurs au seuil de pauvreté. Les fortes inégalités socio-spatiales persistent. La croissance économique des pays émergents s'accompagne de fortes inégalités au sein de leur territoire. Les régions les plus dynamiques sont le plus souvent les littoraux et celles où se situent des métropoles, tandis que certaines régions rurales demeurent en retard. Il existe également de fortes inégalités au sein des métropoles. Les quartiers des affaires les plus modernes et les zones résidentielles des classes aisées et moyennes côtoient des bidonvilles dans lesquels vivent des millions de personnes. Vocabulaire: dragon. Pays d'Asie: Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, Singapour, ayant connu un fort développement économique à partir des années 1960. Investissement direct à l'étranger, IDE, somme d'argent investie dans un pays ou par des entreprises étrangères. Tigre, appellation donnée à la seconde génération de pays industrialisés d'Asie. On y trouve la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines et le Vietnam. Ah oui, après, c'est le Zoom, là. Du coup, c'est un dossier documentaire. Ouais, c'est Euh,
Ouais, sur C'est la de l'eau, Nouvelle-Calédonie. c'est sur la Nouvelle-Calédonie. Ok, d'accord. Mais t'as pas d'exercice dessus, en fait. D'accord. Non, l'exercice, je crois qu'il vient après. Si t'as un exercice à la fin, d'accord. Oui, Ah oui, c'est pas sur la Nouvelle-Calédonie. Ok, non. d'accord, c'est juste un zoom de cours. Ok, très bien. Du coup, je le lis. Ok, ok. Zoom sur la Nouvelle-Calédonie, un territoire en intégration. La Nouvelle-Calédonie est un territoire français situé dans l'océan Pacifique. Situé à proximité de l'Australie, ce territoire se trouve isolé. Cependant, les ressources présentes dans son sol permettent de relier l'île au reste du monde, donnant ainsi à ce territoire la possibilité d'intégrer un espace mondialisé. Le nickel est un métal indispensable. Le nickel est un métal de couleur argentée, métallable et bon conducteur d'électricité. Par rapport aux autres métaux, il a la particularité de ne pas subir de corrosion au contact de l'air. Il est inoxydable. Le nickel offre de nombreuses possibilités d'utilisation. Il est surtout utilisé avec d'autres matériaux afin de composer des alliages métalliques. Ça fait une faute. Il entre dans la composition d'un nombre important de biens de consommation, automobiles, mobilier en inox, ustensiles de cuisine, charpentes métalliques, etc. Utilisé dans la bijouterie, il est associé au cuivre, à l'or, à l'argent ou au platine. Le nickel entre aussi dans la composition des piles, du fait de sa propriété de bon conducteur. Les pièces de monnaie constituent un autre débouché pour le nickel, cette fois pour sa résistance. On le trouve en particulier dans les pièces américaines ainsi que dans les pièces et 2 euros. Entre les années 1960 et les années 2000, la production mondiale de nickel a connu une progression spectaculaire. Elle a presque quadruplé. La tendance semble s'accélérer du fait de l'arrivée dans nos vies de l'électronique. En effet, il faut 14% de nickel pour confectionner un aliénage inoxydable qui va intervenir dans la construction automobile pour certains composants électroniques. La proportion de nickel peut atteindre 90%. En 2011, il s'est vendu près de 80 millions de voitures et près de 350 millions d'ordinateurs dans le monde, ce qui représente des milliers de tonnes de nickel à mobiliser. La demande mondiale ayant connu une explosion, les pays disposant de gisements de nickel n'ont eu d'autre choix que d'accroître leur capacité de production. Le nickel, un atout naturel de la Nouvelle-Calédonie pour s'insérer dans la mondialisation. On estime que l'ensemble des gisements mondiaux représente environ 70 millions de tonnes. Mais comme toute matière première, telle que le pétrole, gaz ou les métaux, le nickel n'est pas une ressource inépuisable. Actuellement, il se consomme près de 50 kilos de nickel par seconde. Il resterait environ 40 années de réserve. Ce minerai est présent sur une bonne partie de la planète, mais en quantité extrêmement variable. 5 pays détiennent 65% de la production mondiale quant aux consommateurs de nickel. Il s'agit avant tout des pays développés, tels que les États-Unis, le Japon et les États-Unis de l'Union et les États de l'Union européenne. Le document suivant permet de situer ces trois catégories de pays à l'échelle du globe, ce qui revient à identifier des territoires de production et des espaces de consommation. Cette articulation planétaire renvoie à la notion de produit mondialisé. Document 22, les principaux producteurs et consommateurs de nickel dans le monde. Oui, donc la Russie, Canada majoritairement, un petit peu d'Amérique du Sud. Après, on a Ouais, c'est l'Europe, ça, donc tout à les fait. pays de l'Union européenne, les États-Unis et ça fait partie aussi du Canada, le petit bout en orange au nord. Non, c'est l'Alaska, du coup, aux États-Unis. Ah, c'est qu'ils l'ont relié. Ah, ok, c'est l'Alaska. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. En fait, l'Alaska, elle a appartenu à L'Alaska la et le Japon. Russie au Oui. 19e et ils l'ont Ok. vendu aux États-Unis, voilà. Parce qu'ils n'avaient Ok. pas suffisamment d'argent, les pauvres. Oui. Tac, du coup, le Japon aussi, on a. Et du coup, pays à moins grand producteur et gros consommateur de nickel. Donc là, on a la Chine et l'Australie. Ouais, ouais, c'est ça, Les, exactement. Les principaux gisements se trouvent en Australie, en Russie, en Indonésie, au Canada et en Nouvelle-Calédonie. Le caillou, surnom donné à la Nouvelle-Calédonie, dispose de plus de 10% des réserves mondiales de nickel, ce qui est considérable si on le compare à la superficie des autres grands producteurs mondiaux, Russie, Canada, Australie. Comme il est relativement facile à exploiter, territoire exigu, mine en bordure du littoral, le minerai néo-calédonien dispose d'un avantage naturel par rapport à ses concurrents internationaux. Cela permet de réduire le coût d'extraction et donc celui de l'exploitation locale du nickel.
En Nouvelle-Calédonie, le nickel est présent pratiquement partout. Il peut être exporté brut ou être acheminé dans des usines métallurgiques pour y être transformé. La Nouvelle-Calédonie dispose de 3 usines de ce type, Conoibo, dans la province nord, Donaibo et Coro dans la province sud. Ces 3 complexes industriels ont une envergure internationale. Document 23, gisement et exploitation du nickel en Nouvelle-Calédonie. OK. Oui, du coup, on voit les usines métallurgiques, donc Donaembo, Goro et Conaimbo. Après, gisement de nickel, oui, du coup, c'est majoritairement sur les littoraux, enfin, sur une grande partie des côtes littorales, Ouais. sur une petite Mmh. île aussi. Les centres d'extraction, OK, centres d'approvisionnement. OK. Ouais, c'est ça. Les FTN, principaux, opérateurs du marché mondial du nickel. Le marché du nickel se caractérise par une forte concentration au niveau de la production, qui se retrouve tout au long de la chaîne commerciale: extraction, concentration, traitement, exportation. Le marché du nickel est contrôlé par une poignée de grands groupes transnationaux dont la plupart sont issus de fusions entre sociétés qui travaillent traditionnellement dans le nickel ou dans l'import-export. Norilsk, nickel, Russie, Valinco, Brésil, BHP, Billiton, Australie, Xstrata, Suisse, Eramet, SLM, France. Dans cette liste, on retrouve facilement certains pays producteurs: Russie, Australie et France via la Nouvelle-Calédonie. On peut en revanche se demander pourquoi la Suisse et le Brésil figurent dans cette liste des leaders mondiaux du nickel. Cela s'explique par le fait qu'il s'agit de firmes transnationales, FTN, des entreprises qui n'ont pas besoin d'être physiquement localisées près des gisements. Dans ce cas précis, l'appartenance géographique renvoie à la localisation du siège social ou de l'actionnaire principal. Autrement dit, nul besoin d'avoir du nickel sous les pieds pour être un leader du nickel. D'un certain point de vue, on peut parler d'entreprise déracinée. Cette concentration s'explique par la spécificité des cycles d'investissement dans le domaine minier. Les sommes nécessaires à l'exploitation, minière sont gigantesques et le retour sur investissement est très long, plusieurs décennies. En définitive, l'organisation spatiale du marché du nickel est à la fois ultra concentrée en termes de gestion financière, 5 groupes pour l'essentiel, et du petit nombre de producteurs, 5 pour l'essentiel, mais d'une immense complexité en ce qui concerne l'ensemble des acteurs économiques qui gravitent autour de cette activité. À cela s'ajoute enfin la génération d'une multitude de flux internationaux qui permettent de rejoindre les territoires de production et les espaces de consommation, comme cela est indiqué sur la carte qui suit. Cependant, quand on s'intéresse au tonnage mobilisé, on s'aperçoit que 84% les exportations mondiales proviennent des plus grands producteurs et que les plus gros consommateurs récupèrent à eux seuls 92% des importations mondiales. Document 24, les flux générés par le marché mondial du nickel. Ok. Tac. Principaux pays producteurs de nickel, principaux pays consommateurs de nickel, pays à la fois grands producteurs et gros consommateurs de nickel. Ouais, c'est ce qu'on a vu dans la carte d'avant. Ouais, c'est ça. La seule chose qu'ils t'ont Euh, rajouté, oui. c'était non, non, juste enfin, tu l'as vu, hein, mais les entreprises globalement et les flux de mondialisation. Mais les cartes, elles diffèrent pas beaucoup l'une de l'autre. Oui, 2 territoires en développement et en marginalisation, à côté des territoires qui dominent la mondialisation et des autres qui tentent de s'y intégrer, il y en est qui sont en retrait, soit du fait de leur pauvreté, les PMA, de leur isolement ou tout simplement de leur déclin. Cette situation s'observe à toutes les échelles et n'épargne pas les pays riches. A, donc les espèces marginalisées à l'échelle du monde ont un faible IDH. Document 25, les inégalités de développement dans le monde, IDH 2016. OK, donc idéal très élevé, oui, donc Amérique du Sud, beaucoup de l'Amérique du Nord, beaucoup la Russie, beaucoup l'Europe et l'Australie. Après IDH moyen, oui, on a un peu, l'Inde, l'Indonésie, l'Afrique, tu veux l'Amérique du Sud. IDH élevé, oui, on a la Chine, Afrique du Nord, Amérique, du Sud, du Nord, Amérique du Nord, Sud. Et oui et tous les pays, ouais, Ukraine, heu,
apparemment la Russie. Et Ah, IDH faible, majoritairement l'Afrique. ouais. La quantité de richesse produite par un pays n'est plus le seul critère retenu pour évaluer les constantes de conditions de vie à l'échelle de la planète. En effet, si le PIB est une mesure globale de la santé économique d'un pays, il ne rend pas compte du niveau de développement, c'est-à-dire des conditions de vie de la population, des inégalités de revenus qui peuvent n'augmenter que pour une minorité, des progrès dans l'accès à la santé, du niveau de la scolarisation des enfants. Aussi, le niveau de développement est-il un critère plus pertinent? On le mesure avec l'indicateur de développement humain, IDH, calculé à partir de trois données, le PIB par habitant, l'espérance de vie à la naissance, document 26, l'accès à l'éducation, document 27, qui se mesure par le taux de scolarisation de le primaire, le secondaire et le supérieur, et par le taux d'alphabétisation des adultes, c'est-à-dire le pourcentage de personnes âgées de 15 ans et plus, sachant écrire et comprendre un texte simple et court traitant de la vie quotidienne. L'IDH mesure non seulement les progrès économiques d'un pays, mais aussi l'amélioration des conditions de vie des populations. Il est complété par un nouvel indicateur, l'IPH ou indice de pauvreté humaine, qui mesure le niveau de pauvreté au sein du pays, tant des pays industrialisés que ceux en développement. Dans les pays pauvres, le calcul de l'IDH combine le pourcentage de la population dont l'espérance de vie est inférieure à 40 ans, le taux d'adultes analphabètes qui ne savent ni lire ni écrire, l'accès aux soins. Dans les pays riches, l'IPH recense la population dont l'espérance de vie est inférieure à 60 ans et le taux d'adultes illettrés dont la maîtrise de la lecture et de l'écriture est insuffisante. OK. Ça Exercice 9. te, Oui, ça te rappelle des souvenirs de seconde un peu, ça? Normalement, oui, c'est un au petit peu. programme en seconde sur le développement, mais bon, je pense. Un petit peu. Tac, ça je souligne. Et du coup, exercice 9, les inégalités dans le monde, document le 26, les inégalités face à l'espérance de vie dans le monde en 2016, document 27, l'analphabétisation des adultes dans le monde 2015, en 2015. Répondez à la question suivante sur votre support de cours. Donc, 1, quels sont les principaux contrastes de développement dans le monde? Ok, bah, je vais y répondre. Est-ce que tu m'entends, Jade? Oui, Ok, désolé, je sais pas pourquoi ça a coupé. Hop, super. Du coup, on part sur l'exercice 9 ensemble, c'est ça? ouais, c'est ça. Ok, trop bien.
T'en es à quel point sur la question 1, Jade? Enfin, je traite les deux cartes. J'ai pas encore terminé. Ah, ok, d'accord, très bien, pas de souci.
c'est bon. Ok, super. Donc, tu avais deux cartes et la question qui t'était posée, c'était donc quels sont les principaux contrastes de Oui, développement dans le monde? À nouveau, si tu souhaites me la lire, ça me convient de mon côté. oui. Alors, hop, c'est bon. Alors, moi, je mis donc les principaux contrastes de développement dans le monde sont visibles à travers deux indicateurs, l'espérance de vie et le taux d'alphabétisation. Tout d'abord, en ce qui concerne l'espérance de vie, les pays développés, donc tels que l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud, se distinguent par une espérance de vie élevée dépassant 71,4 ans. Ces régions bénéficient des conditions de vie favorables avec un accès performant aux soins de santé et à une alimentation suffisante. À l'inverse, les pays moins avancés, principalement situés en Afrique subsaharienne et dans certaines zones d'Asie du Sud, présentent une espérance de vie inférieure à 57,6 ans. Cela reflète des problèmes majeurs tels que la pauvreté, les maladies et un accès limité aux infrastructures de santé. Entre ces deux extrêmes, les pays émergents, donc tels que l'Inde, le Brésil et certaines parties de l'Asie et de l'Amérique latine, montrent des progrès avec une espérance de vie située entre 68 et 71,3 ans. Ensuite, l'alphabétisation relève des disparités similaires. Dans les pays développés, le taux d'alphabétisation dépasse 90%, traduisant un accès généralisé à l'éducation. Les pays émergents, comme ceux d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine, affichent des taux compris entre 70 et 90%, témoignant d'un accès croissant à l'éducation, bien que des disparités régionales subsistent. En revanche, dans les pays les moins avancés, notamment en Afrique subsaharienne, les taux d'alphabétisation sont souvent inférieurs à 50% en raison de la pauvreté, du manque d'écoles et des ressources éducatives. Ainsi, ces contrastes mettent en évidence une forte opposition entre les pays développés, où les conditions de vie et d'éducation sont optimales, et les pays les moins avancés, marqués par des défis socio-économiques majeurs, ainsi que les pays émergents, quant à eux, se situent dans une position intermédiaire, progressant, mais avec malgré tout des inégalités persistantes. Voilà. Bah écoute, c'est une super réponse, vraiment félicitations. Moi, j'ai rien à redire sur la réponse à la question. C'est structuré, c'est bien dit, tu localises bien en parlant des aires régionales spécifiquement. Tu chiffres et tu expliques les facteurs. Donc, c'est parfait. Là, on te posait pas Ok. la question, juste peut-être un réflexe, mais là, je pense que ça te serait pas demandé sur une question comme ça. Mhm. Éventuellement, critiquer les documents, et je pense notamment à la première carte, le fait qu'on n'ait D'accord. pas de données qui soient enfin, affichées sur, par exemple, le Groenland. Oui, Alors, pourtant que c'est rattaché en fait, au Danemark, tu pourrais rajouter sur la fin de ta réponse, éventuellement, le fait qu'on a des espaces sur lesquels on n'a pas de données et éventuellement soit dire que bah, c'est lié à une absence de données, soit dire que c'est lié à une erreur du cartographe, ce qui montre aussi que tu as un esprit critique par rapport d'accord, à ces documents-là. Mais ça t'est pas demandé dans la question, c'est juste un réflexe global. Mais félicitations pour la réponse, c'est d'accord. vraiment super. Merci. Hop, je me reconnecte. T'avais imprimé le cours, celui-ci, de ton côté? Non, je l'ai sur le CNED en numérique. Ok, ouais. Ouais, non, t'as bien fait parce qu'il n'y a rien à répondre comme pour l'espagnol et il est super long. Je me demande même si en cours, un enseignant aurait la capacité de traiter tout ça. Ça me semble vraiment très conséquent pour un chapitre. Ah Mais oui? bon, oui, oui, ça me semble très conséquent. Mais c'est Oui. aussi parce que Bah, toi, je tu es au pense que le CNED et que CNED, il tu pense, oui, l'envoies. enfin, vu qu'on est à la maison, enfin, je pense qu'il pense qu'on a plus de temps, Oui, peut-être. voilà. Je sais Ben oui, pas. non, c'est exactement pour ça. Mais d'ailleurs, l'évaluation, tu te souviens, je me souviens plus, j'ai pas regardé de mon côté en quoi ça consistait. Je crois que tu me l'avais déjà dit. Mais de toute manière, Mais c'est pas. justement, du coup, je sais pas parce qu'en fait, c'est pas encore débloqué. Ah, mais oui, c'est pour ça, oui, pardon. Et c'est pour ça qu'on en a pas parlé. Ok, très bien. Mais de toute manière, on le fera pas la semaine prochaine parce qu'on n'aura pas encore terminé. Donc, pas de panique. Et de toute manière, la semaine prochaine, je crois que c'est peut-être la semaine
Ah, c'est bon. Oui, ça avait coupé. Ouais, je suis désolé, je sais pas pourquoi ça coupe, mais Pas de je souci. pense que mon réseau me déconnecte automatiquement, mais bon, c'est pas très grave. Du coup, on Pas de était sur souci. la question, donc, sur Oui, en fait, la continuation du cours, c'est ça, sur les inégalités entre pays des Nord et PMA? oui, je vais continuer à lire. Ok, super. Alors, ça c'est bon, go. Du coup, oui, voilà. Les inégalités entre pays du Nord et PMA sont criantes. La mortalité infantile est l'une des principales explications de l'inégalité d'espérance de vie entre les pays. L'Afrique subsaharienne est la région du monde qui enregistre le taux de mortalité le plus élevé chez les enfants de moins de 5 ans. Un enfant sur 13 y meurt avant l'âge de 5 ans, alors que le taux de mortalité infantile est d'environ 6 pour 1000 dans les pays développés. Ce constat alarmant est lié à différents facteurs, les problèmes de sous-nutrition ou de malnutrition, le manque d'eau potable, la diffusion plus rapide des épidémies, le manque de médecins ou de médicaments. L'apport quotidien de calories permet de mesurer la sous-alimentation, tandis que la malnutrition caractérise une alimentation déséquilibrée, le plus souvent insuffisante en protéines, vitamines, sels et minéraux. Les médecins estiment qu'en dessous de 2200 calories par jour, un adulte ne mange pas à sa faim. La répartition géographique de la sous-alimentation révèle que la majorité de la population qui en est victime se situe dans les pays les moins avancés de l'Afrique subsaharienne, auxquels s'ajoutent quelques pays d'Asie, d'Amérique centrale et du Sud. Ressource en partie renouvelable, l'eau est inégalement répartie dans le monde. Une dizaine d'États possèdent les trois quarts de ressources en eau de surface, tandis que d'autres n'en ont quasiment aucune. Dans les pays les plus développés, seuls les pays les plus développés assurent à tous leurs habitants l'accès à l'eau potable dont ils ont besoin. Dans certains pays pauvres, moins de 30% de la population urbaine a accès à l'assainissement de l'eau. Dans les quartiers déshérités de ces villes, des millions de personnes sont donc contraintes de s'approvisionner en eau impropre à la consommation. La situation est souvent encore plus dramatique pour les ruraux, de telle sorte que plus de 2,5 milliards de personnes dans le monde ne bénéficient pas d'un système d'assainissement de l'eau. Dans les pays peu développés qui manquent d'eau, la concurrence est forte entre l'agriculture irriguée et la consommation urbaine qui augmente rapidement car de plus en plus de personnes s'installent dans les villes. Les conflits d'usage se font le plus souvent au détriment des populations les moins favorisées. Selon un rapport de l'UNESCO en 2016, dans les pays les moins développés, 61 millions d'enfants ne sont pas scolarisés, dont 32 millions en Afrique subsaharienne. Les filles constituent la majorité de ces enfants, même si de nombreux pays ont fait des regrets, la qualité de l'enseignement est également très inégale. Dans les pays peu développés, le niveau des enfants qui sortent de l'école est faible car les professeurs sont peu nombreux, peu formés et les écoles manquent de matériel. Le manque d'éducation et le retard dans l'alphabétisation des adultes rendent plus difficile l'amélioration des conditions de vie. Toutefois, un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, sur la santé dans le monde 2016 révèle des avancées dans l'accès à la santé, l'accès aux soins et dans l'espace et dans l'ensemble plus aisé. Les dépenses de santé publique des États ont augmenté, les connaissances en matière de santé et d'hygiène ont progressé et se sont diffusées. Les échanges entre les pays se sont multipliés au service d'une scolarité internationale, une solidarité internationale accrue. Les avancées en matière de santé ont été les plus rapides en Afrique, où l'espérance de vie a gagné 9,4 années depuis 2000 pour atteindre 60 ans, grâce au progrès en matière de survie de l'enfant, de lutte contre le paludisme et d'extension de l'accès aux vaccins et aux médicaments anti, antirétroviraux pour le traitement du sida. Les progrès de l'éducation favorisent le développement des pays en difficulté. Si la population est plus instruite, elle améliore ses conditions de travail et augmente ses revenus. De plus, les progrès de l'éducation permettent une meilleure information des populations face aux maladies sida. Si les femmes sont plus instruites, leurs enfants sont mieux soignés, mieux nourris et ils ont moins de risques de mourir jeunes. B. Des territoires marginalisés du Nord, le cas des métropoles en crise. Au sein des aires de puissance, certaines villes qui étaient autrefois des métropoles mondiales sont désormais en crise. Ce phénomène se caractérise par un déclin des activités économiques et de la population et de la production des richesses, une diminution du nombre d'habitants, la multiplication des signes de pauvreté qui touchent plus fortement certains quartiers, l'augmentation du chômage et de l'insécurité. Le déclin s'accompagne
de l'évolution, des paysages de ces villes. Les premiers quartiers touchés ont d'abord été les centres-villes où de nombreuses usines créées au 19e siècle ont perdu leur dynamique et fermé leurs portes. Les bâtiments industriels abandonnés ou en ruine se sont multipliés. Les quartiers où logeaient les populations ouvrières touchées par le chômage ont été peu à peu vidés de leurs habitants et se sont dégradés. Exercice 10, document 28, Détroit, tentative de renouveau d'une métropole en déclin dans le contexte de mondialisation. OK. Donc question 1, quels sont les signes de déclin de Détroit? Question 2, comment Détroit tente-t-elle de relancer son intégration au réseau des métropoles mondiales dynamiques? OK, bah, je vais répondre aux questions. Super. Si tu as besoin de, je sais pas, si tu as D'accord. des questions et tout, n'hésite pas pendant ce temps-là. Bon courage. Merci.
Est-ce que tu es parvenu à une réponse sur les deux questions, Jade, d'ici à la fin de l'heure? Non, j'ai pas fini la deuxième question. Ok, pas de souci. Tu penses que tu en as encore pour un petit peu de temps? Sinon, on peut les corriger ensemble sur la prochaine séance si tu le souhaites. Oui, oui, voilà, je Ok, pense que c'est mieux. d'accord, très bien. Dans ce cas-là, on va s'arrêter là-dessus. Je sais pas si toi tu veux continuer ou pas, Oui. mais je te laisse du coup autonome par rapport à ça. Oui. Est-ce que tu as des questions sur la séance d'aujourd'hui ou ça te semble bon? Non, ça me semble plutôt bien. Ok, très bien. On a quasi terminé la séquence ensemble, hein. Il nous restera un point de passage sur la fin, sur Wallis et Et Futuna. voilà. Mais c'est ce par quoi on avait commencé, il me semble, aussi le chapitre. Donc la boucle sera bouclée. Et voilà, à peu près, c'est à peu près tout. Ok. J'ai juste reçu un message. Dimanche, on n'a pas cours ensemble, c'est ça? Oui, parce que du coup, j'ai une masterclass de danse le week-end et j'ai un Ok, spectacle aussi. ok, pas Du de coup, c'est problème. pour ça. Donc, on se retrouve donc jeudi prochain pour de Oui, l'histoire-géographie, c'est ça? oui, Ok, c'est ça. parfait. Très bien. Bon, du coup, rendez-vous jeudi prochain et bon courage et bonne semaine à toi D'accord, et ça bonne marche. Bah, représentation aussi. merci beaucoup, c'est gentil. À très vite. Merci, au revoir. Au revoir.